Un géant qui dort. Un géant qui dort en attendant son futur. Voilà comment les Brésiliens aiment décrire leur pays. Une terre sans limite aux ressources inépuisables. Un pays auquel l'avenir a toujours été promis. « 200 millions de Brésiliens marchent aujourd'hui dans les pas de leurs ancêtres. Indiens, Européens, Africains, Asiatiques, riches ou pauvres. Comment l'histoire a-t-elle fait d'eux un seul peuple? Comment le géant endormi est-il devenu une nation qui compte? Pour voyager dans l'histoire du pays, il faut remonter dans ses archives, mais aussi écouter les souvenirs. Explorer la mémoire de ceux qui ont vu leur vie changer en même temps que le Brésil. Parmi des millions d'autres, voici une famille de Rio. Elle descend de l'élite des propriétaires terriens et des militaires de haut rang. Durant des générations, elle a fait partie de cette haute société qui a dominé l'histoire. À 100 mètres de là vit une autre famille. Une génération après l'autre, elle a travaillé pour les patrons qui se sont succédés dans la grande maison. Il lui a fallu parcourir le long chemin qui vient de l'esclavage et du monde des serviteurs pour prendre sa place dans l'histoire. Deux familles, deux trajectoires qui se croisent, et un même voyage dans l'histoire du Brésil. « 4 millions d'esclaves importés d'Afrique en 400 ans. À la fin du 19e siècle, le Brésil est un empire dont la richesse repose sur l'esclavage. Mais de plus en plus de voix réclament son abolition. Le pays est divisé et la famille de Cao aussi. Ma mère, d'un côté, vient d'une famille de propriétaires terriens, ceux qu'on appelait les barons du café. C'étaient des gens très riches, peut-être la plus grande fortune du Brésil. Ils avaient la mentalité des esclavagistes. Et de l'autre côté, mon grand-père était le fils d'un journaliste progressiste qui s'est battu pour l'abolition de l'esclavage. Toute sa vie, il a refusé d'avoir des esclaves. Meu bisavô foi quem fundou o jornal A Gazeta de Notícias, que foi o primeiro jornal do Rio de Janeiro. Ce sont donc deux branches familiales très différentes. Du côté de mon grand-père, c'était l'avenir, le progrès, alors que ma grand-mère représentait la tradition et le passé. C'est le progrès qui l'emporte. Et en 1888, la princesse Isabelle du Brésil signe le décret qui met fin à l'esclavage. Le Brésil entre dans le XXe siècle sous le régime de la République. Il s'est doté d'un nouveau drapeau et d'une devise, ordre et progrès. De quel ordre et de quel progrès s'agit-il?
Cette république est taillée sur mesure pour rendre leur puissance aux grandes familles. Les familles productrices de café et les familles productrices de lait soutiennent tour à tour leur candidat à la présidence. Un système qui porte au pouvoir alternativement le candidat des barons du lait, puis celui des barons du café. C'est la République café au lait. En contrebas de la rue se trouve la petite maison. C'est ici que Dona Lourdes vit avec sa famille. Elle est née sous la République café au lait. Elle a 94 ans. Autrefois, elle travaillait à quelques pas de là, dans la grande maison, qui n'appartenait pas encore à la famille de Cao. Ici vivait tout un personnel de maison. La petite Lourdes était la fille de l'homme à tout faire. Vous voyez cet arbre? Il a été planté par mon père il y a plus de 100 ans. Un jour, au coin de la rue, elle voit passer le président de la République. On était en train de jouer à côté du grand portail, là-bas, lorsqu'une voiture s'est arrêtée. Un homme en est descendu, et j'ai dit, « Regardez, c'est le président de la République, Washington Louis. » Il avait cette petite barbichette qu'on appelait un bouc. On le surnommait Monsieur Bear à cause de son bouc. Washington Louis incarne alors la République café au lait. Il est arrivé au pouvoir alors qu'une révolte grondait au Brésil. Une nouvelle génération d'officiers se soulève contre cette République des élites. Ces rebelles prennent le maquis. Ils parcourent des milliers de kilomètres à pied en défiant Washington Louis et son armée. Une armée commandée par le grand-père de João Louis. Et cette photo, c'est qui? C'est le grand-père de Papy, le général Coutinho, qui était ministre de la guerre. Mes deux grands-pères étaient militaires, mais celui-ci était ministre. Ton grand-père était ministre? Oui, le père de ma mère. Mon arrière-arrière-grand-père était ministre de la guerre. Et on me l'avait jamais dit, en 8 ans. À la fin des années 20, ce ne sont plus seulement des colonnes de rebelles qui défient le pouvoir, mais des provinces entières qui se soulèvent contre la vieille République. Un mouvement armé et un coup d'État que ses auteurs allaient baptiser la Révolution. De cette révolution de 1930, un leader émerge, Getúlio Vargas. Il devient la figure du progrès qui a balayé le passé. Il fait voter le salaire minimum, le repos hebdomadaire et l'école gratuite. Mais il limite les libertés. C'est l'Estado Novo, l'État nouveau. Ce n'est plus la République des élites, c'est la dictature au nom du futur. Une nouvelle interprétation de la devise nationale ordre et progrès. Sous cette bannière, quelle place le peuple du Brésil peut-il prendre réellement face à ses dirigeants? Comment l'histoire va-t-elle reconnaître à chacun une place de citoyen? Derrière les grilles de la grande maison, la vie de Lourdes a basculé. Sa mère est morte en couche. Sans le sou, son père a dû donner la fillette à ses patrons. Elle est maintenant nourrie et blanchie en échange de son travail. J'ai passé toute ma vie là. Quand il y avait besoin d'une cuisinière, je cuisinais, moi comme les autres. S'il manquait la femme de ménage, je nettoyais, je faisais tout. Et mon propre père disait, « Dona Zézé, mettez ma fille au travail. Je ne veux pas d'une paresseuse. » Elle était gentille, elle m'a jamais battue. Mais grand-mère, elle n'avait pas à te battre. Tu n'étais qu'une enfant, tu n'aurais pas dû travailler. Tu aurais dû être à l'école. La petite bonne a l'interdiction de sortir. Une sous-citoyenne, coupée de la vie du pays. Pour le Brésil, la Deuxième Guerre mondiale va bouleverser la donne.
Contre une aide industrielle des États-Unis, le pays se rallie au camp des Alliés. Une force expéditionnaire de 25 000 hommes s'en va prendre part à la libération de l'Europe. Le Brésil se place du côté des vainqueurs. Une nouvelle ère commence. Le Brésil appartient maintenant au monde libre. Vive la démocratie. Mais quelle démocratie? João Luís et Cao ont une maison de campagne à 2 heures de route de Rio. Ils empruntent cette route depuis l'enfance. Leurs parents passaient déjà leurs vacances dans cette région où la bonne société fuyait la chaleur de la ville. En 1945, le pays vote. Une élection directe et pour la première fois au Brésil, ouverte et pluraliste. Après l'éviction de Vargas par l'état-major, la place est libre pour le candidat des conservateurs. Dutra devient le premier président de cette ère démocratique. Sous Dutra, ils sont 60 millions de Brésiliens à vivre enfin en démocratie. Ils ont encore bien peu de choses en commun. Tout les sépare. Les distances, les origines, la richesse. Pourtant, lorsque le pays accueille la Coupe du Monde et que la sélection brésilienne atteint la finale, le Brésil tout entier retient son souffle. João Luís assiste au match avec son père. Il a 9 ans. À quelques minutes de la fin du match, l'Uruguay marque le but qui prive le Brésil de sa victoire. Stupeur et tragédie nationale. Ce qui me reste à l'esprit, c'est ce silence de désespoir, de tristesse, de frustration. Peu après, le jeune João Luís fait la connaissance de Cao. À cette époque, il ne se pose guère de questions sur son avenir. Comme son grand-père, son père, ses oncles et ses frères, il entre à l'académie militaire. Chaque élève avait un matricule. Moi, j'étais le 2059. À l'école militaire, il y avait une salle de détention, des sanctions, etc. Alors, si on commettait une faute, on était tenu responsable. Je crois que ça prépare un enfant à la vie en société. Donc j'ai été entièrement conditionné, préparé à devenir militaire. Comme chaque année au moment de la fête nationale, les élèves du collège militaire défilent devant le président. Et à partir de 1951, la tribune présidentielle est de nouveau occupée par Getúlio Vargas. L'ex-révolutionnaire, ex-chef de guerre, ex-dictateur déchu, a reconquis le pouvoir. Et cette fois, par les urnes. Getúlio Vargas, je l'ai vu de très près. Cette année-là, Dona Lourdes a 31 ans. Elle vient de se marier, alors elle peut enfin sortir de la maison de ses maîtres et assister à ce qui se passe dans le pays. Travailleur du Brésil. Il commençait ses discours comme ça et les pauvres l'adoraient. Ma famille n'était pas du tout pro-Vargas. Mes parents et grands-parents étaient des militaires et on n'appréciait pas du tout Getúlio Vargas. Dans cette étrange démocratie, il faut d'abord plaire aux généraux. Mais l'état-major est divisé. Un clan veut conserver l'industrie sous le contrôle national, l'autre veut ouvrir le Brésil aux capitaux étrangers. Deux idées divergentes du progrès.
Vargas choisit son camp. Il fait placer le secteur pétrolier sous monopole d'État et plonge ses mains dans le brut en signe d'appropriation nationale. L'élite des officiers se donne rendez-vous au club militaire de Rio. On danse, mais en coulisses, les deux camps comptent leur soutien et les adversaires de Vargas conspirent. Il se sait menacé. Quand soudain, l'histoire se précipite. Vargas est accusé d'avoir commandité l'assassinat d'un opposant. Calomnié, lâché de toutes parts, il refuse de démissionner. Mais retiré dans son palais, il écrit une lettre, puis il se tire une balle dans le cœur. Sa lettre testament est rendue publique. Mais uma vez, as forças que os interesses contra o povo coordenaram, novamente se desencadeiam sobre mim. La lettre fait de lui un martyr. Il a donné son sang pour le peuple, il s'est sacrifié dans une lutte contre l'impérialisme et les milieux d'affaires. Dans les cœurs, Vargas remporte une victoire posthume. Mais en disparaissant, il laisse le champ libre à ses adversaires. La démocratie reste sous contrôle militaire. Autour de Dona Lourdes, la famille s'est élargie. Elle a eu un fils, il a épousé Lourdinha, et Lourdinha a apporté avec elle l'histoire des siens. Lourdinha a deux sœurs, Angela et Venina. Elles ont grandi à la campagne dans les années 50. Les inégalités y sont encore plus criantes qu'en ville. D'un côté, d'immenses propriétés terriennes, héritage de la période coloniale. De l'autre, la masse des paysans pauvres. La pauvreté n'assombrit pas l'enfance des trois sœurs. C'était une enfance très très heureuse. On passait nos matinées dans les champs à ramasser des brindilles pour faire des poupées. On leur faisait des habits et des cheveux avec des épis de maïs. On était tout le temps ensemble, toujours à jouer dans la rue et faire des bêtises. On chipait des oranges au voisin d'en face, Monsieur Benjamin. Un autre souvenir que j'ai, c'est l'arrivée de la télé chez la voisine. Je n'avais jamais vu de télévision. Le mur était trop haut pour qu'on puisse voir, alors je me hissais pour voir la télé. La télévision montre un Brésil qui change, qui s'industrialise. Un Brésil gagné par le credo du nouveau président. Le président Kubitschek n'est pas un idéologue. Pour lui, seul compte le développement, les plans, les objectifs, les grands travaux. Son mot d'ordre, faire accomplir au pays un bond de 50 ans en 5 ans. Les héros de cette époque ne sont plus les généraux, mais les ingénieurs. Un moment décisif pour Cao et João Luís. J'avais 17 ans et j'ai réfléchi. J'ai vu que je ne serais pas militaire et j'ai décidé de faire des études d'ingénieur. Kubitschek engage un projet titanesque. S'attaquer à la géographie, déplacer l'épicentre du pays, faire sortir de terre une nouvelle capitale plus à l'ouest, au milieu de nulle part. Brasilia sera son chef-d'œuvre. Je suis allé à Brasilia avec un groupe de 15 ou 20 camarades. J'ai été très impressionné.
surtout par l'esplanade des ministères. Je pense que cela a été très important pour le pays. Ce ne sont pas des entreprises étrangères qui ont bâti Brasilia, mais bien les entreprises d'ingénierie brésiliennes. Nous en étions très fiers. Son diplôme en poche, João Luís n'a aucun mal à entamer sa carrière d'ingénieur. Les années Kubitschek offrent du travail. Rien ne semble impossible. Le futur est là, à portée de main, dans les villes. Elles font rêver des millions de candidats à une vie meilleure. Mon père voulait venir s'installer à Rio parce que c'était la grande ville, les opportunités, la modernité. Et il a décidé d'acheter un taxi, de faire le taxi à Rio. Pour mon père, la vie citadine, c'était l'avenir. Il nous parlait beaucoup de Rio, de Copacabana, des femmes si différentes. C'est mon père qui m'a appris à fumer, parce qu'il trouvait ça chic et beau, une femme qui fume. Il fallait qu'on soit des gens classe, des gens importants. C'est pour ça qu'il voulait nous faire venir à Rio. C'était ça au début l'idée de mon père. Mon père a tout chargé dans le camion et on s'est entassés dans la cabine. Papa, maman et les 7 enfants. Je me rappelle que ma mère a dit « La seule chose que je ne veux pas, c'est finir dans une favela ». Mon père a répondu « Non, je vous emmène dans un super endroit ». Des cohortes de migrants convergent vers les villes du Sud. Ils s'entassent dans des quartiers précaires. Avec l'exode rural, en 10 ans, la population a doublé dans les favelas de Rio. C'est là que la famille achève son périple. Bien loin de la cité merveilleuse et de Copacabana, dont les 3 sœurs avaient tant rêvé. Les voici dans la banlieue de São Gonçalo. C'était la misère absolue. On avait 2 pièces, une grande et une petite. Il n'y avait pas assez de place pour tout le monde. On n'avait pas de douche, on utilisait un seau pour la toilette. Il n'y avait ni arbres, ni poules, ni oranges, ni légumes. Et on a retrouvé notre chat mort derrière la maison. Je crois que c'est parce qu'on faisait trop de bruit. On parlait fort comme à la campagne, où il n'y a pas besoin de parler bas. On avait faim. On n'est pas allé jusqu'à manquer de riz ni de haricots, ça y en avait. Mais c'était difficile d'avoir autre chose, ne serait-ce que du pain une fois par jour. Ce n'était pas facile. Du nouveau président, João Goulart, le Brésil attend beaucoup. Les militaires conservateurs, eux, se méfient de lui comme de la peste. C'est un ancien ministre de Vargas, trop proche des masses, trop à l'écoute des syndicats. João Goulart sera sous haute surveillance. Je dirais que dans ma famille, comme dans la classe sociale à laquelle j'appartenais, il y avait une crainte du communisme. On n'avait aucune sympathie pour Goulart, ni pour un gouvernement populiste, issu du prolétariat. Aux yeux de ses adversaires, les projets de Goulart sont des chiffons rouges. Il veut une réforme rurale, une redistribution des terres au profit des petits paysans et au détriment des grands propriétaires. Il laissait le chaos s'emparer du pays. Les grèves étaient de plus en plus nombreuses, les rues de plus en plus agitées, les rassemblements de plus en plus importants. Les forces politiques se radicalisaient de plus en plus. Une contre-manifestation rassemble 1,5 million de personnes.
Il faut sauver la patrie du péril communiste. Des rumeurs de coup d'État circulent. Un climat de guerre civile s'empare du pays. L'incertitude était très forte. Et donc, on se demandait qui allait prendre le contrôle de la situation. Et les militaires sont arrivés. Goulard est en fuite. À la radio, le président du Sénat déclare aussitôt que le pouvoir est vacant. Un vernis légal au coup d'État. Não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Mon père disait, maintenant on n'a plus aucun droit. Pour mes oncles, pour ma famille, c'était une victoire. Et c'était une sorte de soulagement. Le coup d'État militaire a été fêté. On a célébré le coup d'État, la chute de Goulard. Les gens lançaient des confettis le long de l'avenue Rio Branco. On pensait que ce serait temporaire, le temps de rétablir pleinement la démocratie. Mais assez rapidement, on a commencé à comprendre qu'il y aurait un prix à payer. O presidente da República, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, lê a justificativa do ato institucional número 2. Désormais, le pays est régi par des actes institutionnels, des décrets promulgués par les chefs militaires. É recebido como consequência natural do processo revolucionário de março de 64. Chez Angela, Lourdigna et Venina, le père, chauffeur de taxi, et la mère, couturière, ne bouclent pas les fins de mois. Les enfants ne peuvent plus aller à l'école. Il faut gagner sa vie. Et puis un jour, une amie de ma tante a dit que quelqu'un à Santa Teresa recherchait une nounou. Dans le quartier de Santa Teresa, la grande maison appartient désormais à la famille de Cao. Cao est maintenant professeure de philosophie. Elle élève ses 2 premiers enfants. Je cherchais quelqu'un pour m'aider avec les enfants. Comme je travaillais, je donnais des cours, j'étais toujours très occupée. Un matin de 1968, Angela se présente à la porte. Elle a 14 ans. La première rencontre avec mes nouveaux patrons s'est très bien passée. C'était une belle jeune femme. Elle m'a accueillie gentiment à la porte. Babette não comia peixe, a Aninha não comia carne. Babette, quando vinha galinha assada para mim, ela dizia galinha assim que ela não comia. E dali começou uma relação de amizade. Et ça a été le début d'une grande amitié entre Angela et les enfants. Tout le monde adorait Angela. Era a querida de todo mundo. J'ai beaucoup appris. J'ai appris à manger de bonnes choses, à porter du parfum. Et il y avait un tourne-disque. On passait des vinyles et on écoutait de la musique. Cette année-là, un titre fait vibrer la foule. Un chant de ralliement contre la dictature. C'était exactement ce qu'on voulait entendre, ce qu'on n'osait pas dire. C'était un appel à l'action, à l'engagement. Ça disait « quand on sait, on agit ». L'opposition au régime s'organise tant bien que mal. En 1968, 100 000 personnes défilent contre la dictature
après le meurtre d'un étudiant par la police militaire. En réponse, le régime se durcit. Ceux des généraux qui pensaient rendre le pouvoir aux civils sont écartés. Et le général Médici, le plus dur d'entre eux, prend la tête du régime. Il promulgue l'acte institutionnel numéro 5. Le Congrès est dissous. Le Brésil entre dans la période la plus sombre de la dictature. Mais sous l'ordre qu'ils imposent, les généraux ont leur idée du progrès. Ils maîtriseront la géographie en traçant la route transamazonienne. Ils coloniseront de nouveaux territoires. Ils répandront la civilisation jusque dans les communautés indigènes les plus isolées. Ils développeront l'industrie grâce à des bataillons d'ingénieurs compétents et des ouvriers disciplinés. De fait, au tournant des années 70, le Brésil enregistre une croissance de plus de 10% par an. Et les généraux se flattent de ce miracle économique. Pour profiter de la croissance du pays à cette époque, João Luís se met à investir. Il achète des terrains et se lance dans le bâtiment. On construisait des logements pour la classe moyenne qui commençait à croître et dont le pouvoir d'achat augmentait. Il était donc très facile de vendre. Pas besoin de publicité. Les gens venaient d'eux-mêmes me trouver pour acheter. C'est quoi le nom de la rue? Padre Ventura. Alors ce bâtiment aussi, c'est nous qui l'avons construit. Les modes de vie changent. Chacun veut sa part de bonheur. La consommation explose. Je me suis acheté une télé avec le 2e ou 3e salaire gagné chez Kao. On n'avait jamais eu la télé. Les ventes de téléviseurs battent des records cette année-là. Pour la première fois, la Coupe du Monde est retransmise en couleur. Et la sélection brésilienne rapporte la coupe au pays. J'ai pu acheter le maillot du Brésil. Je n'avais jamais eu l'argent pour le faire et c'est devenu possible. On a fait un barbecue ce jour-là. Une sélection brésilienne rapporte au pays la Coupe du Monde. L'arrivée à Brasilia est triomphale. Avec le boom économique, c'est un deuxième miracle pour le général Médici. Il reçoit le trophée sous les yeux de la nation. Vive le dictateur, le régime est populaire, le pays va de l'avant. Bref, de la propagande à haute dose. Une pression pas possible pour faire oublier aux gens la répression et l'oppression qu'ils vivaient. Derrière la vitrine, le système répressif organise l'épuration, la torture et les exécutions. Étudiants, ouvriers, journalistes, toute personne soupçonnée de sympathie gauchiste est fichée. Kao est alors professeur à l'université de Rio. C'était très difficile de travailler à l'université. On baignait dans un climat de persécution et de méfiance générale. Même entre professeurs, certains dénonçaient les collègues. Quant aux étudiants, on ne savait pas qui on avait en face. Si c'était un vrai étudiant ou un agent du régime militaire infiltré dans la classe pour nous tester.
ou pour vérifier si on n'était pas un élément subversif, un communiste. Tout ce qu'on disait pouvait être retenu contre nous. Du jour au lendemain, un étudiant cessait de venir en cours. On ne savait pas s'il était entré en clandestinité ou s'il s'était fait arrêter. Ce qui était advenu, personne ne le savait et personne ne le demandait. C'était un silence terrible. Parmi les artistes qui tentent de rompre le silence, Gilberto Gil et Chico Buarque écrivent Cálice, une chanson dont le titre en portugais signifie aussi « tais-toi ». Elle est prohibée par la censure, alors les deux artistes mâchent les paroles dans un jeu risqué contre l'interdit. Paris perdu, les micros sont coupés. C'est l'époque où la dictature perd des soutiens. La torture est devenue trop gênante, trop voyante. Le nouveau chef de l'État, Ernesto Geisel, commence à assouplir le régime. Cela a été une transition lente. Peu à peu, les choses ont évolué. Quand on a commencé à respirer un peu, à ne plus avoir peur de s'exprimer, ça a été un énorme soulagement. Tandis que Cao est happé par son travail, Angela s'occupe des enfants. Je pense que ça a été une période très heureuse de ma vie. Je lisais tous les jours des histoires aux enfants. J'ai commencé à prendre goût à ces lectures. J'ai même embarqué dans ces histoires de princesses tout ce que je n'avais pas connu dans mon enfance. Pour moi, ça a été très bien d'être nounou. Mais je voulais vraiment retourner à l'école, c'était ce qui me manquait. Je n'avais pas fini le collège et je voulais reprendre mes études. Quand j'en ai parlé à la famille de Cao, ils m'ont soutenue, ils m'ont dit qu'il fallait le faire. Je m'en souviens, j'ai pleuré en partant. Ces petites étaient comme mes propres filles. Comme toute une génération de nounous et de bonnes rêvant de s'émanciper, Angela prend son élan en même temps que ses sœurs. Je me suis dit, il faut que je fasse des études pour me former. Il faut que je fasse quelque chose pour avancer dans la vie. On devait étudier, et je m'endormais sur mes bouquins. Ça m'est arrivé plein de fois de me réveiller le nez dans mes livres et mes cahiers tout froissés. J'ai étudié, je me suis préparée, affûtée. J'apprenais. Et c'était bon d'étudier. Et j'ai continué, j'ai progressé au point d'entrer à la fac. J'étais la meilleure élève de la classe. Peu de temps après ses études, Lourdinien est engagée comme assistante maternelle dans une petite école de Rio. C'est là que j'ai vu que j'avais des possibilités, que je valais quelque chose, que j'étais quelqu'un, que je pouvais accomplir des choses. Ça a été pareil pour mes sœurs. C'était ça la réussite. C'était par exemple d'aller à un concert payant. Je suis allée voir Maria Bethânia. C'était la première fois que j'allais à un concert dans une salle, bien habillée, avec un joli collier. Maria Bethânia chante Cálice, la chanson jusque-là interdite. Cette fois, elle la chante à plein poumon, sans peur de la censure. L'étau se dessert. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não
Les Brésiliens aspirent à parler librement, à manifester librement. Ils reprennent la rue, exigent l'amnistie pour les prisonniers et le droit au retour pour les exilés. Dans les rues des grandes villes, les foules grossissent pour exiger le retour de la démocratie. Un slogan parcourt le pays entier. Des élections directes maintenant. Diretas já. Mais le régime refuse le principe du suffrage universel direct. De nouveau, c'est un cénacle qui choisit le président suivant. Combien de fois le futur s'est-il dérobé quand les Brésiliens croyaient le tenir? Après 21 ans de dictature, le Brésil se trouve à nouveau à l'orée de la démocratie. Cette fois, sera-t-elle la bonne? Au milieu de ces années 80, Angela, Venina et Lourdinha ont leur diplôme en poche. Elles ont multiplié les formations et les cours pour adultes. Elles sont éducatrices ou infirmières. Mais cela ne suffit pas. Pour survivre, elles doivent travailler jour et nuit et cumuler les emplois. Angela a maintenant un enfant, elle s'en sort tout juste. L'inflation approche les 250%. J'avais un compte d'épargne qui avait été offert à mon fils à sa naissance pour acheter un berceau. Mais avec l'inflation, quand je suis allée retirer l'argent, je ne pouvais plus rien acheter avec. Iniciamos hoje uma guerra de vida ou morte contra a inflação. L'homme qui déclare la guerre à l'inflation est le président José Sarney. Il enrôle une armée de citoyens dans cette guerre. Des bataillons de consommateurs en colère se déchaînent contre les magasins qui augmentent leurs prix. Mais rien n'enraye l'inflation. 1000% en 1988. Dans ce contexte, la course à la présidence fait apparaître un homme providentiel, Fernando Collor. 48 ans, sportif et toujours bien coiffé, le candidat parfait pour la télévision. Il remporte l'élection. Aussitôt installé au pouvoir, il annonce ses mesures anti-inflation. Le plan Collor est un fiasco. L'hyperinflation se déchaîne. 4000% en 12 mois. Sur certains produits, il y avait 5 ou 6 étiquettes collées. Mais en plus de l'inflation qu'il ne parvient pas à endiguer, le président Collor est soudain accusé de corruption. Il appelle ses partisans à le soutenir en défilant dans la rue, habillé aux couleurs du Brésil. Une marée humaine répond à l'invitation de Collor, mais pour le huer. Chacun se peint le visage, les couleurs du drapeau n'appartiennent pas au président. Je suis allée manifester. Je me suis peint le visage pour exiger son départ. Et c'est comme si ce peuple exigeait de prendre enfin toute sa place. On avait un idéal, on pensait avoir le pouvoir de s'exprimer. On criait « Dégage, Collor !» Et on y est arrivé. La rue fait pression,
Des preuves accablent Collor et dans une quasi-unanimité, les députés votent sa destitution. Il est parti d'un coup, dehors. Comme en écho à ce moment de l'histoire, Dona Lourdes fait alors le pas décisif de sa vie. À cette époque, ses anciens maîtres sont morts depuis bien longtemps. Et pourtant, elle travaille toujours, sans contrat, ni salaire, pour la même famille. Bien des années après la mort de son patron, les petits-enfants et arrière-petits-enfants de cette famille avaient encore dans la tête des restes de l'esclavage. Ils exploitaient encore les gens comme des esclaves, de façon plus ou moins masquée, sous couvert d'amitié, d'appartenance à la famille. Mais ils profitaient bien de ses services. Je me rappelle un jour quand j'étais enceinte de ma fille, son premier petit enfant. Soudain, elle est partie vers leur grande maison. Je l'ai suivie. Quand je suis arrivée là-bas, je l'ai vue farfouiller dans les casseroles pour leur faire à dîner. Parce que madame travaillait. La pauvre chérie, elle allait rentrer si fatiguée. Alors je lui ai dit, si tu touches à ces casseroles, si tu leur prépares à dîner, je parlais bien fort pour que tout le monde m'entende. Je ne veux pas que ma fille ait une grand-mère qui se comporte en esclave. Tu n'es pas une esclave. Je veux qu'elle soit fière de toi. C'était très fort pour moi. Je lui ai dit, plus jamais ça. Si tu ne viens pas avec moi sur le champ, tu ne verras jamais ta petite fille. Tu n'es pas leur esclave. Elle se sentait encore esclave. Elle remboursait une dette qui n'était pas la sienne. Elle ne leur devait rien, mais elle s'est toujours sentie redevable. Elle est venue avec moi, elle m'a écoutée. Elle était mal, elle s'est assise à table et on a beaucoup pleuré toutes les deux. Ensemble, on a déchiré toutes les photos de cette famille. Là, elle a pris conscience de tout ce qu'elle avait vécu. Peu après, la famille de Dona Lourdes rachète à ses anciens maîtres la petite maison qu'elle occupe. Et sa petite fille peut grandir auprès d'elle. Nous sommes au début des années 90, un siècle après l'abolition de l'esclavage. L'inflation accable toujours le pays. Tous les plans pour la juguler ont échoué. Et voici que le plan du nouveau ministre des Finances, Cardoso, semble fonctionner. En 3 ans, l'inflation passera de 1000 à 22, puis à 9%. Cardoso l'intellectuel, le professeur, entre dans l'histoire comme l'homme qui a terrassé le dragon. Auréolé de gloire, il remporte facilement l'élection présidentielle suivante. Cardoso se veut social-démocrate. Il veut insérer le pays dans l'économie mondiale, privatiser son industrie et lancer des programmes d'aide sociale. Mais faire sortir le Brésil du tiers-monde est une version moderne des travaux d'Hercule. Le Brésil reste cruellement marqué par les inégalités et la violence. Les quartiers envahis par les gangs et les trafics sont des champs de bataille. La police tire sans distinction. Quand elles sont noires et pauvres, les victimes sont vite oubliées. Citoyens de deuxième ordre aux droits inexistants. À la campagne aussi, la violence éclate quand les paysans sans terre réclament trop bruyamment une vraie réforme rurale.
En 2 mandats, Cardoso ne vient pas à bout des plaies ancestrales du pays. L'injustice sociale choque de plus en plus. Lorsqu'approche l'élection de 2002, un candidat porte l'aspiration à plus d'égalité. Lula. Au Brésil, on le connaît depuis longtemps déjà. C'était à l'époque où le régime militaire sévissait encore. Des grèves géantes secouaient alors l'industrie automobile de São Paulo. Et Lula était déjà là, héros du mouvement syndical. Un ouvrier, issu d'une famille pauvre, ayant migré vers la grande ville, beaucoup se reconnaissaient en lui. Lula nous donnait de l'espoir, parce que c'était un ouvrier et parce qu'il venait du peuple. 3 fois, Lula s'est présenté à l'élection présidentielle. Et 3 fois, il a échoué. Mais pour sa 4e campagne en 2002, la barbe est mieux taillée, le ton plus affable, c'est un Lula rassurant qui demande les suffrages. E que Deus nos dê saúde e coragem para a gente mudar a história do Brasil. Vamos continuar fazendo uma campanha muito alegre. Le jour de l'élection, c'était un dimanche ensoleillé, une journée magnifique. J'ai été appelée pour travailler au bureau de vote et accueillir les électeurs. Moi aussi, je me suis occupée des urnes. Les gens entraient, votaient, repartaient. Et moi, je suis restée toute la journée. Ce jour-là, on sentait, on savait que Lula avait déjà gagné. Dès 4 heures, dans ma circonscription, Lula était président. Le Brésil a beaucoup gagné avec la victoire de Lula. C'est une bonne chose pour tous ceux qui rêvent. Que ninguém nunca mais ouse duvidar da classe trabalhadora. Tout le monde criait, on lançait des confettis, c'était la fête. Je vibrais, je n'ai pas dormi de la nuit. Je suis restée dans la rue à boire plein de bière. Je suis allée travailler le lendemain et j'ai dit « Les gars, je n'ai pas dormi, mais je suis heureuse, heureuse. » Au lendemain de l'élection, quelque chose a changé. Le pays du futur fait maintenant rêver le monde entier. Je pense que le Brésil s'est révélé au monde. C'est devenu un pays qui compte. Je l'ai ressenti très nettement dans les colloques internationaux, dans la relation avec les chercheurs étrangers. C'est l'époque où le Brésil prend sa place dans la diplomatie mondiale en rejoignant les BRIC, le club des grands pays émergents. L'époque où il rembourse le FMI avant l'heure. L'époque où les Brésiliens partent en mission de paix sous les couleurs de l'ONU. C'est aussi l'époque des bourses aux familles déshéritées et des aides alimentaires qui font reculer la faim. Et puis c'est l'époque des scandales de corruption qui font retomber l'euphorie. Mais les Brésiliens redonnent leur confiance à Lula et il est réélu. À la suite de l'ère Cardoso, les années Lula ont profondément transformé le Brésil. Aujourd'hui, Angela travaille aux côtés de Lourdinha dans la même petite école. Elles en sont désormais actionnaires. Comme elle, des millions de familles ont pris leur place dans la nouvelle société brésilienne.
Avant, il y avait les très riches et les pauvres. Maintenant, non. Je ne suis ni riche ni pauvre. Je suis classe moyenne, vous voyez? Aujourd'hui, je peux aller au restaurant avec vous et payer mon repas. Avant, je ne pouvais pas. J'ai la possibilité de fréquenter d'autres lieux, d'aller aux concerts, même les plus chers. Je peux payer en plusieurs fois avec ma carte de crédit. Et vous savez quoi? Je vais pouvoir aller en Europe. Il y a 10 ans, j'entendais les gens dire « Je vais en Europe » et je me disais « Super, moi je vais en banlieue à São Gonçalo ». Avant, personne ne nous écoutait. On n'était rien. Maintenant, c'est fini. Je connais mes droits et j'enseigne ça à mes filles. C'est ce qui nous rend meilleurs et notre pays avec. Il faut être exigeant. C'est ça qui nous grandit. Le Brésil n'a plus rien d'un géant qui dort. En 2009, Lula transmet à Dilma Rousseff un pays encore plein d'optimisme. Mais trop d'inégalités barrent encore les chemins du progrès. Le malaise couve, puis les Brésiliens, une fois de plus, décident de descendre dans les rues. Une génération après l'autre, ils ont crié pour réveiller le géant qui dort. Aujourd'hui, ils ne croient plus aux miracles, mais ils forment maintenant un peuple plus libre que jamais, déterminé à tenir la promesse du pays, l'ordre et le progrès à la fois.